Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qualified Podcast où aujourd'hui on va parler du Grand Prix du Canada. Mais avant, je vais présenter mon invité. Salut Brieux. Salut. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment tu suis la Formule 1 depuis combien de temps et comment ça t'est venu? Écoute, moi je suis graphiste. Je suis graphiste et je bosse notamment dans l'automobile aussi. Je suis passionné d'automobile et je regarde la F1 depuis que je suis gamin grâce à mon père, on va dire. Et donc du coup, les Grands Prix depuis l'époque Hamilton, McLaren, tout ça, donc c'est magnifique quoi. Ok, du coup c'était quoi la meilleure saison que tu aies vue depuis? La meilleure saison, je dirais sa première année chez McLaren, hein. Celle-là a été folle. 2008, ouais. 2008. 2007 il arrive en F1, Ouais. mais cette année-là était plutôt pas mal, donc très chouette à regarder. On va parler maintenant de ce qui s'est passé avant même la course du Canada. Et une des nouvelles, évidemment, c'est que Red Bull re-signe Sergio Pérez pour 2 ans, hein, même s'ils ont précisé que c'était 1+1. Mais bon, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est un peu bizarre vu les performances de Pérez. C'est plus que bizarre, c'est même plutôt très étrange en fait. On ne s'attendait pas du tout à cette nouvelle-là. On pensait qu'ils allaient se tourner vers un autre pilote. Maintenant, est-ce qu'ils font ça pour les nouvelles régulations et le nouvel règlement qui va arriver en 2026 ? Je ne sais pas, mais perso, je pense pas que ce soit une bonne idée pour Red Bull de l'avoir signé pour 2 ans, quoi. Ouais, alors autant, à Monaco, on s'est dit, il y a eu... Prescription. Il y a eu quelques petits problèmes et tout, mais on se dit, ok, c'est Monaco, c'est un petit peu à part. Mais là, quand on voit ce qu'il nous fait en qualif, puis en course... Ouais. Là, je pense qu'ils vont peut-être revenir sur leur décision, non? Ou alors ils vont juste garder l'année prochaine et puis ils vont se rétracter pour la deuxième, je sais pas. Mais c'était... En tout cas, le Canada, il n'a pas fait d'effort pour se faire préserver, quoi. Donc... Ouais, c'est un peu le moment où tu dois prouver à tout le monde. C'est ça. Écoutez, non, je suis encore là, ils ont eu raison de me re-signer et il fait tout le contraire. Ni en essai, ni en qualif, ni en course, il n'y a rien qui allait. Il a fait plein de petites erreurs de lui-même et donc ouais, non, c'était particulier. Et surtout, c'est un peu la même chose qui s'est passé en 2023. Ça a été le début de l'enfer après pour lui. Toutes les courses qui ont suivi, ça n'allait pas du tout. Et donc, au début, c'est pareil. Il a réussi cette année à faire des beaux résultats, hein, les premières courses. Et puis là, de nouveau, c'est totalement parti en couille. Ouais, surtout que là où on trouvait, enfin en tout cas pour ma part et pour la plupart des gens, que Pérez était un bon pilote, c'est quand il a défendu Max tout le long de la première année où il a été champion avec Hamilton. Là, il a fait un travail monstre. Mais bon, ça commence à faire il y a longtemps. Ça. Ouais, on se rappelle de ça, mais on se dit, depuis, ça n'a plus été comme ça. Il a eu le surnom quand même de ministre de la Défense mexicaine. Je veux dire, c'était pas... non. Et il a gagné même des courses, donc c'est ça aussi. Il a fait des défenses de fou, il a permis à Max notamment de gagner son premier titre de champion du monde. Donc ouais, le voir dans cette position-là, c'est assez particulier. Surtout que Pérez n'est pas un mauvais pilote, loin de là. Mais là, est-ce qu'il est sur une fin de carrière de F1 ? Je sais absolument pas où ça va à l'heure actuelle. C'est surtout qu'en 2023, Max était tellement devant qu'il a pu gagner les championnats des pilotes et des constructeurs tout seul. Ouais. Là, on voit clairement cette année qu'il y a McLaren qui revient, il y a Ferrari qui revient, il y a Mercedes qui revient. Très loin, mais... Et donc, ça va plus suffire qu'il y ait juste Max qui soit là pour le constructeur, quoi. Non, c'est ça, il va falloir que Pérez aille pousser un peu, parce que même si à l'heure actuelle Max a de l'avance, on n'est qu'à la 9e course entre guillemets, c'est déjà une bonne avancée, mais il n'est pas encore intouchable. Là où c'était le cas en 2022, en 2023, où là Red Bull avait vraiment beaucoup d'avance et... Ils n'avaient pas besoin de Pérez à la limite. Ils n'étaient pas inquiétés par le résultat des autres. Là où maintenant, Lando a remporté une course cette année, Carlos Sainz en a remporté une. Enfin, je veux dire, on commence à avoir un panel de victoires qui est assez vaste. Et donc du coup, Pérez n'est plus aussi intéressant pour Red Bull. Ouais, je trouve ça très bizarre, surtout que il y a beaucoup de discussions pour l'instant avec Carlos Sainz qui n'a toujours pas de siège, et donc on se disait clairement, oui, ce serait très bien pour Red Bull de prendre comme deuxième pilote Carlos, mais c'est pas le cas vu qu'ils ont re-signé Pérez, et du coup, c'est très très bizarre. Maintenant, il y avait des histoires que déjà à l'époque, Toro Rosso, ils s'entendaient pas trop tout à fait. entre les Verstappen et la famille Sainz, mais bon. Maintenant, les choses changent et j'ai envie de dire, le problème c'est que c'est de la course et c'est aussi du business malheureusement, donc qu'ils s'entendent pas avec, ça c'est un autre problème. Et ils ont besoin d'un pilote qui peut assurer le rôle de deuxième, voire de premier point 5, on va dire. Ouais, ils ont dit que c'était aussi pour une question de sponsor que Pérez rapportait beaucoup d'argent et tout ça. Maintenant, je pense que Red Bull, ils sont dans une position où ils ont
vraiment pas besoin de ce genre d'argent. Et en plus, comme on disait, l'argent qu'il gagne en étant premier au championnat des constructeurs, ça vaut bien plus que tout les merchandising ou quoi que Pérez pourrait rapporter. Tout à fait. Et je suis pas certain que chez Red Bull, malheureusement, ce soit Pérez le pilote le favori à l'heure actuelle. Donc, je pense que depuis que Max est là, c'est Max qui prouve qu'il a sa place chez Red Bull et Pérez, malheureusement, le monte de moins en moins. Donc, à voir par la suite, à voir qui risque de le remplacer à partir de 2026, parce que je m'avance à rien, mais il y a très forte chance qu'il soit plus là en 2026. Maintenant, est-ce qu'ils vont prendre un rookie? Est-ce qu'ils vont prendre quelqu'un de plus expérimenté? Je ne sais pas, parce qu'on a bien vu avec Hülkenberg qui va signer chez Audi pour 2026. Ouais. Donc voilà. Mais bon, ce que les gens disaient aussi, et je suis un peu d'accord, c'est effectivement avec tout ce qui s'est passé chez Red Bull ces derniers mois, ils n'avaient pas envie de mettre encore plus d'instabilité en changeant Pérez et en mettant quelqu'un d'autre. Maintenant, je me dis quand même que Max, il est tellement au-dessus de tout ça qu'on lui mettrait n'importe qui d'autre. Je pense pas qu'il serait vraiment perturbé. Je pense pas qu'il serait perturbé maintenant. Est-ce qu'il serait encore autant à l'aise dans son écurie, etc. Ça reste le numéro 1 quand même, je pense. Ça reste le numéro 1, mais je veux dire, il y a un moment, on l'a vu avec Hamilton pendant toutes les années où il dominait. Il y a un moment, là, ce qui était intéressant chez Mercedes, c'est que les deux pilotes se battaient. Il y avait une dominance, certes, mais les deux pilotes se battaient quand même assez fort. On l'a vu avec Rosberg, on l'a vu avec plein d'autres pilotes. Bottas était pas un pilote facile à battre. Hamilton le faisait, mais le nombre de courses que Bottas a remporté chez Mercedes, sous-estime Bottas. Ouais. C'était aussi un très bon défenseur, sauf que c'est ce que je regrette chez Pérez, c'est qu'il n'a pas ce rôle de défenseur comme les autres. Il l'a fait en 2021, mais depuis, il n'y a plus rien. Ouais. Bon, c'est un peu dommage, surtout qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de jeunes talents qui attendent. Maintenant, il reste encore des sièges disponibles. C'est ça qui est un peu le suspense de cette saison-là, qui va avoir un siège ou pas. Ouais. Mais là, effectivement, en plus, je trouve que c'est très bizarre de l'avoir déjà re-signé maintenant. Enfin, de ne pas avoir attendu la fin de l'année ou quoi pour prendre une décision. On est toujours dans la première moitié de la saison, donc du coup, l'avoir annoncé maintenant, c'était peut-être un petit peu ambitieux. Parce que je pense qu'ils ont viré, c'était... qui est-ce qu'ils ont viré comme ça? C'était Nick De Vries. De Vries, lui, n'a tenu que quelques grands prix. On lui a dit merci, mais ce sera bonjour et au revoir pour toi. Donc, c'est ça qui est très bizarre, c'est que justement Red Bull, ils ont viré Gasly comme ça, ils ont viré Albon, ils ont viré De Vries. C'est ça. Et là, Pérez, il fait vraiment pas des bons trucs et on le re-signe. Donc il y a quelque chose d'un peu bizarre. Ouais. Je sais pas si c'est un intérêt financier, je sais pas si c'est un intérêt performance, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle en tout cas. Donc on verra, il reste encore la moitié de la saison, si ça se trouve il va nous étonner, il va reprendre sa place de deuxième. Maintenant j'en doute. Ouais, ou ça va être vraiment la copie de 2023 et ça va être le début de la descente pour... la fin, mais je ne sais pas. Affaire à suivre. Ouais, tout à fait. Et alors du coup, une autre info qui est tombée juste avant le Grand Prix, c'est Tsunoda par contre qui re-signe pour 1 an chez RB. Ça, je pense que c'est clairement mérité, par contre. C'est clair que, vu ses résultats les dernières courses, franchement, il le mérite. Maintenant, ça devient un peu compliqué parce qu'il ne reste qu'une seule place et ils l'ont promis à Lawson pour 2025. Ouais. Mais du coup, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire de Ricciardo? Parce qu'ils n'ont encore rien dit à ce niveau-là. Je pense que ça va être compliqué parce qu'ils sont en train de peser le pour et le contre de prendre Ricciardo, de prendre Tsunoda. Ils voient un peu où ça se mène et donc du coup, je pense qu'il va y avoir un vrai débat là-dessus. Et pour l'instant, clairement, ça va vers Yuki. Parce que Ricciardo, autant ça a été un très bon pilote pendant toutes ces années, mais je trouve que depuis qu'il est plus chez Renault, ça fait que dégringoler. Donc, ça a été un performeur, il était connu pour ses late breaking. Maintenant, les choses ont fait que sa carrière est en train de s'étouffer et voilà, je crois qu'un tout en un temps et ça serait plus judicieux, je pense, de prendre un jeune qui a quelques années dans la F1 comme Yuki et prendre un Lawson qui est tout frais et qui peut potentiellement amener RB loin. Mais bon, quand on voit que Pérez, il fait les résultats qu'il fait et qu'il est re-signé, on se dirait mais pourquoi pas Ricciardo? Maintenant, bon, ça c'est parce que moi j'aime bien Ricciardo, mais c'est vrai que d'un côté performance, c'est vrai qu'il n'a pas été à la hauteur. Bon, cette fois-ci, il nous a montré peut-être autre chose en étant 5e en qualif.
mais c'est pas suffisant par rapport aux c'est- autres courses. C'est vraiment aléatoire, hein, c'est très fort en dents de scie. Un coup, il va être au top, puis Ouais. une fois, il va performer super fort en qualif et il va rien faire en course. Il nous a fait 4e en course sprint, c'était je ne sais plus où, À Miami, hein. à Miami, et après dans la Et course, dans la course, il se passe rien. ouais. Il Donc, est rétrogradé, il est en dehors de plan en plus, je crois, à Miami. Donc, Ouais. Ricardo, c'est particulier. Une montagne russe. Ouais, c'est une vraie montagne russe. Et donc, je suis pas certain que ce soit une valeur sûre pour RB, là, pour le coup. Là où Yuki est une valeur plus sûre parce que lui est plus régulier. Et c'est ce que je soulignais là tantôt quand on en discutait. Yuki a une régularité qu'il n'avait pas il y a 2-3 ans. Et maintenant, tu vois qu'il est quasiment constant dans son gain de points. C'est lui qui va rapporter la plupart des points dans la course. Et c'est agréable à voir et de le voir performer comme ça, quoi. Maintenant, ce qui est aussi à noter, c'est que tous les pilotes sont sous un contrat Red Bull. Et donc, en fait, même ceux chez RB, ce qui pourrait être fait, c'est qu'ils échangent Perez avec Tsunoda et que, vu qu'ils font tous partie, ils sont sous la même écurie, en fait, ils pourraient faire des échanges comme ça. Maintenant, C'est pas impossible. Maintenant, voir un Tsunoda qui remplace Perez à côté d'un Verstappen, je suis pas certain que ça fonctionne. Même si Tsunoda est un bon pilote, mais je pense pas qu'il ait le niveau pour aller faire second chez Red Bull. ouais, Et, c'est ce que je pense aussi. Et rétrograder un Perez, je crois qu'ils auraient plus facile, malheureusement pour lui, de le virer et de prendre un pilote neuf, entre guillemets, quoi. Oui, mais bon, est-ce qu'ils vont faire ça alors qu'ils viennent de le re-signer? Ce serait Ouais. des millions, à mon avis, Ouais, en mais contrat. après, comme tu l'as dit, c'est un contrat sur 2 ans, mais c'est plus une incertaine. Donc, à mon avis, ils vont sûrement le garder pour 2025. Ouais, mais ça veut dire que 2025, ça va être compliqué Ouais. pour Red Bull d'avoir du résultat, mais en tout cas au niveau constructeur. Après, voilà, si ça se trouve, ils vont faire semblant de rien et ce sera à la fin de la saison 2025 qu'ils vont dire bah, on signe plus Perez. Ouais. Et du coup, Perez aura performé comme il pouvait en donnant tout ce qu'il pouvait. Ce serait pas la première fois que Red Bull casse pas la un première contrat, fois. donc Non, ça sera, On verra. et ça sera sûrement pas la dernière non plus. Hein. Non, On va pas se mentir. effectivement. Donc voilà. Une autre nouvelle, c'est Ocon qui ne re-signe pas chez Alpine. Vu ce qu'il a fait au Grand Prix de Monaco avec Gasly, c'est vrai que ça ne motive pas vraiment d'autres équipes pour... Signer. Ouais. Bah, c'est surtout qu'en perspective, en fait, quand tu t'analyses un peu sa carrière, il a toujours fait ça avec tous ses coéquipiers. Avec Alonso, c'était l'enfer chez Alpine, parce qu'il y avait tout le temps des casses entre eux deux. Alors que Alonso, c'est vrai que c'est franchement c'est un chien quand il se bagarre, Ouais. mais parce qu'il va pas lâcher son os, il va donner tout ce qu'il a. Sauf que Alonso, c'est un champion du monde, il faut pas l'oublier, c'est un vieux pilote, il sait comment piloter. Ocon est relativement jeune dans sa carrière. Et donc je pense que forcément, quand il va montrer les dents alors que Alonso sait comment passer alors que lui va pas savoir, il y a toujours une friction et tu vas privilégier toujours le pilote qui est le plus expérimenté par rapport au second. Et là, je crois que Ocon plutôt a atteint sa limite chez Alpine. C'est ce que j'ai dit la semaine passée, c'était il a fait ça avec Perez, il a fait ça avec Alonso et maintenant il fait ça avec Gasly, donc ça commence à faire beaucoup, voilà, c'est pas une question de juste une fois, c'est assez récurrent. Donc, c'est souvent dans la saison en plus. Hein. Maintenant, bon, je pense que ça reste quand même un bon pilote et effectivement on parle qu'il pourrait aller chez Haas. Bon, Pourquoi ça, pas, mais, voilà, pour remplacer Magnussen peut-être. Oui, c'est vrai que... remplacer un casseur par un casseur, je veux dire, c'est toujours particulier. C'est surtout que bon, il parle de prendre Oli Berman en deuxième pilote, donc à la limite, oui, voilà, il sera plus expérimenté et voilà, il pourrait faire le taf, on va dire, mais à mon avis, ça va pas faire non plus des podiums ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, je pense que... Je sais pas. Parce que je trouve ce qui serait dommage d'aller chercher un Ocon chez Haas, c'est que pour l'instant, ils sont en train de remonter la pente petit à petit. Ils arrivent au milieu du peloton, ce qui est agréable à voir parce que quand tu regardes 3-4 ans en arrière, ils étaient nulle part. Ils avaient du mal à trouver des pilotes qui leur convenaient, et ça a été un peu la galère, etc. Et là, ils arrivent à remonter la pente petit à petit avec des Magnussen et un Hülkenberg. Hülkenberg qui fait des super résultats tout le temps. Et aller coupler un Hülkenberg avec un Ocon, je suis pas certain que ce soit très bénéfique dans le tas. Et Magnussen, quand tu vois, c'est aussi un pilote qui prend beaucoup de risques inutiles. Et il a fait son temps, je pense. Magnussen, bon... Ouais, Magnussen a malheureusement fait son temps. Il avait fait sa pause, on pensait que ça allait mieux. Bah oui, ça va un peu mieux, mais il n'est pas plus performant qu'avant, il l'est pas moins, mais il évoluera plus spécialement à mon avis dans ce domaine, quoi. Donc je sais pas, Ocon chez Haas, pourquoi pas, mais en tout cas je préférais un Oli Bierman chez Haas. Ouais, peut-être quelqu'un de nouveau, ouais, effectivement.
On va parler maintenant des qualifs, et évidemment le gros choc c'est en Q1, Pérez qui se fait sortir, qui est 16e. Ouais. Bah, c'est incompréhensible. Sacrée sous-performance pour le coup. Je sais pas trop ce qui se passe pour lui en qualif, mais en tout cas, quelle contre-performance. Et on s'attend pas à avoir une Red Bull sous-performer à ce point. Se faire sortir en Q2, c'est une chose, mais se faire sortir en Q3, c'est impensable. Surtout en Q1, pardon. C'est impensable, surtout avec une voiture aussi performante. Et surtout, il était à 1 seconde de Max Verstappen, ce qui est quand même assez dingue quand on voit quand même... Bon, la Red Bull, elle reste quand même une des meilleures voitures, clairement, même si les autres ont rattrapé, ça reste quand même au-dessus du lot. Et on voit que c'est très très serré dans le top 10. Pérez, il peut pas être à 1 seconde comme ça. Non, loin de là. Je pense qu'il a mis un sacré coup à l'équipe aussi. Parce que déjà, pour la course, ça va être compliqué, dans le sens où il va devoir remonter tout le peloton. Max le fait parce que c'est Max. Pérez ne le fait pas aussi aisément, donc surtout avec un Grand Prix du Canada où on sait qu'il pleut souvent, où on sait que quasiment à chaque Grand Prix il y a une safety car, donc c'est pas une mission qui va être facile à faire, donc il part déjà très fort perdant malgré le fait qu'il ait une voiture très performante. Et alors en Q1, Hülkenberg qui se fait sortir, alors que les autres courses il avait quand même réussi à se mettre souvent même en Q3. Ouais, tout à fait, il a fait plusieurs fois la Q3 et c'est assez particulier à mon avis, pareil que pour les Ferrari, à mon avis, problème de settings ou... Je sais pas, c'est un Grand Prix particulier le Canada, donc est-ce qu'il a sous-performé cette fois-ci? Est-ce que la voiture lui convenait pas pour ce Grand Prix-là? Voilà, je pense pour le coup, Hülkenberg, je crois qu'on peut lui pardonner, vu les performances qu'il fait à l'heure actuelle et comment il pousse Haas vers le haut, c'est assez intéressant pour lui. Et la course aura bien débuté pour lui aussi, donc au final... Et alors, une fois de plus, les deux sauveurs, qui sont toujours les pires voitures de la grille pour l'instant, et surtout Guan Yu Zhou, là, qui est 20e à chaque fois, mais ça fait 3-4 courses où en qualif, il est 20e, et c'est quand même... Enfin, c'était pas un mauvais pilote à la base. Absolument incompréhensible. Et là, oui, qu'il arrive même pas à battre Sargent, enfin, c'est vraiment, ça montre à quel point la voiture est vraiment mauvaise, mais même... d'être dernier comme ça. Ça, c'est. Puis même pour lui, je pense pas que ça lui donne envie de continuer de se donner à fond dans sa carrière quand il voit qu'en fait, peu importe ce qu'il fasse, il finit 20e et idem pour Bottas. Alors on le savait quand il avait pris son contrat chez Alfa Romeo que c'était un contrat de fin de carrière parce que c'était un contrat qui lui demandait moins d'exigences. Maintenant, de là à devoir maintenir la 19e place, c'est compliqué, quoi. Oui, alors autant Bottas, à mon avis, il a encore une chance d'être signé ailleurs, parce que ça reste quand même un pilote très très bon, avec énormément d'expérience. Pour Joe, à mon avis, ça risque d'être peut-être sa dernière année, quoi. C'est pas impossible. Maintenant, est-ce que ça va être sa dernière année, vu comment ça se profile pour Sauber, etc. Peut-être qu'ils vont quand même le garder jusqu'à 2026. C'est pas impossible, surtout qu'il faut pas oublier que c'est un gros client pour le marché chinois. Et que malheureusement de ça, au-delà de la F1, il y a le business de nouveau. Clairement. Mais on parle que peut-être il pourrait aller chez Alpine justement parce que c'était quand même un pilote Alpine à la base. Bon, ça pourrait peut-être ramener de l'argent à Alpine, ils en ont peut-être besoin. C'est pas impossible. Ce serait pas mal. Surtout qu'il n'avait pas fait un mauvais Grand Prix à Shanghai. Il avait fait. C'était pas incroyable, mais il avait fait mieux que 20. Ouais, mais on a vraiment autant les autres écuries, elles arrivent quand même à progresser. Là, on a l'impression que Sauber, non, mais à la limite, ils deviennent même pires, quoi. Quand tu vois en course l'écart qu'il a avec les autres voitures, on dirait mais qu'il roule en marche arrière, quoi. C'est vrai, c'est pas faux. Il a ils ont peut-être mis 2 vitesses sur la voiture, mais il y a vraiment un gros problème, mais qui n'arrive pas à être réglé. Et même Bottas, voilà, il fait tout ce qu'il peut, mais clairement, il ne peut pas faire mieux, quoi. C'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant sur un Grand Prix. Ouais. On peut pas faire mieux avec une voiture comme ça. Non, malheureusement, je crois que le rachat de l'écurie a pas fait que du bien chez eux et c'est même de pire en pire. Du coup, le deuxième gros choc en Q2, c'est les deux Ferrari qui sont éliminés, donc en 11e et en 12e, surtout par rapport à ce qui s'est passé la course précédente à Monaco, où ils ont fini premier et troisième. Voilà, contre-performance absolue, vraiment incompréhensible, quoi. Et les deux, franchement, il n'y a pas... Même Sainz, il a galéré, Leclerc, tout du long, même lors des essais, ils avaient l'air très très lents. Est-ce que c'était un problème de réglage voiture? Est-ce qu'ils ne se trouvaient pas les bons setups pour le Canada? Je sais pas, parce que
effectivement, ils ont sous-performé tout le week-end. C'était pas une surprise de les voir arriver relativement bas, c'était une surprise de les voir éliminés aussitôt. Ouais. Mais on savait qu'ils allaient pas être dans le top 5, ça c'était sûr. Ah, moi j'avais dit quand même Charles en deuxième. parce que- Qualif, j'étais optimiste. Non, mais- non, non, moi pas, parce qu'en regardant les essais de loin, en regardant les essais, les résultats, etc., je me suis dit, Mercedes c'était quand même assez haut niveau en termes de performance. Donc je me suis dit, au pire, un Hamilton, on sait très bien que régulièrement, pour l'instant, il fait des très bons essais, il fait des mauvaises qualifs. Ouais. Encore mauvaise qualif, on s'entend, mais il est jamais dans le top 5. Mais là, je me suis dit, ok, on voit que les McLaren fonctionnent, Red Bull fonctionne pas mal et Mercedes fonctionne pas mal. Je me suis dit, ça va être dur pour Ferrari, qui a l'air de galérer tout au long du week-end. Ouais. Donc, mais assez étonnant, effectivement, de les voir 11 et 12. Ouais. Et ce qui est très dommage, c'est que forcément, avec le résultat de Monaco, c'est que Charles, il était deuxième au niveau du championnat, hein, Ouais. et même Ferrari au niveau des constructeurs. L'écart, gap, c'était c'était- voilà, très fort réduit. Et donc, on avait un espoir, hein, le championnat qui est de nouveau en cours. Et là, forcément, non, ça fait un gros écart, vu qu'ils ont marqué 0 point sur ce Grand Prix, quoi. Ouais, tout à fait. Là, ça fait mal, ça fait juste mal pour l'équipe. Là où on s'était dit, ok, Ferrari reprend du poil de la bête, on se sent bien, on voit qu'il y a de bonnes perspectives avec Fred Vasseur qui Ouais. est arrivé, tout semble mieux ficelé, et là c'est la catastrophe. Un peu la Après, désillusion, quoi. Tout à fait, après une victoire qui était tellement méritée pour Charles à Monaco, après des années de malheur sur ce circuit, je veux dire, tout semblait parfait, et puis là ils sont pris de mur. Ouais, on est revenu un peu à Ferrari 2022, Ouais, j'ai l'impression, là. Honnêtement, j'espère que ce sera juste une passade et que Ouais. le Grand Prix prochain à Barcelone, ce sera réglé. Maintenant, voilà, je pense qu'ils savent mieux que nous pourquoi ils se sont plantés et où étaient les problèmes. Ouais, on a vu Charles Leclerc qui était très énervé. Ouais. Et c'est vrai que, d'habitude, on ne le voit pas comme ça. Et je pense que c'est bien, parce que maintenant qu'il a gagné à Monaco, je pense qu'il se rend compte du potentiel, en fait. Ouais. Qu'il pourrait être champion, potentiellement. Mais s'ils font des erreurs comme ça, je pense que d'ailleurs, en qualif, ils lui ont pas mis des pneus neufs en Q2 et du coup il était vraiment pas content de la façon dont ils ont géré la session. Et effectivement, c'est vrai que ce genre de truc, si on voit qu'on n'est pas à l'aise dans les chronos, il faut tout tenter, quoi, parce que Ouais, tout à voilà, fait. se faire sortir en Q2, c'est Surtout pas possible. Au pire, ils auraient été mettre du neuf pour Leclerc et Sainz. Ils auraient pu potentiellement passer la Q3 et au pire C'est faire ça. 7, 8, 8, 9, Ouais, 9, 10, on ne clairement. sait pas. Mais en tout cas, ils auraient pu passer un step en plus et du coup perdre moins de temps aussi pendant la course. Donc ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé. Maintenant, j'espère vraiment pour eux que ce sera réglé au prochain week-end. Oui, surtout qu'on n'a pas vu ce genre d'erreur justement depuis le début de la saison 2024. Donc c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'on s'est dit ils ont changé vraiment au niveau des stratégies et tout, ils sont devenus plus sûrs. Et là, je sais pas, un week-end vraiment très bizarre pour Ferrari. À noter Sargent quand même, qui arrive à se mettre en Q2 pour une fois. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. Petite amélioration. Malheureusement, on va voir que dans la course, tout son travail va être réduit à néant. Mais au moins, voilà, il y avait un petit mieux. Maintenant, on va parler de la Q3 et George Russell qui arrive à faire pole position. Ouais, Ça, on s'y attendait pas du tout, hein. Enfin, moi, c'est personnellement, déjà, j'avais misé sur Verstappen. Norris, je me disais qu'il allait être bien placé, mais alors Russell, pas du tout. Vraiment une progression des Mercedes Ouais, ce tout à fait. Là, week-end. les améliorations portent leurs fruits pour une fois. Et on voit une Mercedes qui est compétitive et qui peut aller chercher quelque chose. Et ça, c'est agréable à voir. Surtout quand on voit la Q2 où Ouais. Russell fait un temps qui est juste hallucinant. Hamilton fait un Hamilton temps aussi, ouais. hallucinant. Ils font mieux qu'en Q3 pour le tour qualif. Ouais. Ça, c'est dommage, autant pour Hamilton, enfin surtout pour Hamilton pour le coup, qui va finir 7ème. Ouais, ça c'est assez Pour incompréhensible. lui, mais Russell qui fait une 12-0-0-0, c'est Ouais. juste hallucinant. Le même temps que Verstappen, Ouais, ça Verstappen qui c'était fait- assez marrant à voir, hein. Ouais, Ça c'est- n'arrive pas très souvent. Non, ça faisait quelques années que c'était pas arrivé et là c'était plutôt impressionnant. Maintenant, je pense qu'on s'en doutait un petit peu qu'il n'allait pas pouvoir garder la première place en course. Enfin, il y avait peut-être une chance, mais bon, avec Verstappen derrière et Norris, moi je me disais quand même, Il y avait bon, des voitures assez agressives derrière qui pouvaient aller pousser. Alors certes, les Mercedes étaient mieux, mais elles n'avaient pas le ouais, elles potentiel. sont pas encore au... Enfin, en tout cas, on ne pouvait pas penser qu'elles avaient le potentiel à ce moment-là. Ouais. Sur un tour, pourquoi pas, sur 70, c'était différent.
Ouais. Et alors du coup, forcément, les McLaren en 3e et en 4e, donc ça c'est une fois de plus très bien placé. Hein. Et alors Ricciardo qui arrive à se mettre 5e, ça aussi très très belle performance. Ouais, mais ça rejoint ce qu'on disait, son parcours en dents de scie, là il fait 5e, le Grand Prix prochain il va pas passer la Q2. Ouais. C'est assez particulier, il est... Bah, peut-être que c'est le début d'une remontée, on espère. Surtout qu'il a eu des commentaires très négatifs là, de Jacques Villeneuve, qu'il a vraiment descendu. Je pense qu'il a aussi voulu montrer un petit peu qu'il était pas si mauvais qu'on le dit. Mais voilà, ça reste assez exceptionnel. Et bon, s'il nous faisait 5e à chaque course, on dirait ok, il a toutes les raisons d'être là. Maintenant, c'est pas le cas. Donc, bon. Non, après voilà, on connaît aussi le point de vue de Jacques Villeneuve. Je veux dire, il est un peu extrême assez souvent. Commentateur de F1, enfin, je veux dire commentateur. Certes, c'est un pilote, mais je veux dire, en tant que commentateur, on va pas se mentir, il descend à peu près tous les pilotes. Il aime bien y aller. Et il y va rarement avec le dos de la cuillère. Et en général, c'est pour taper dans le tas. Il fait jamais les choses proprement. Il va dire que Ricciardo est un mauvais pilote, alors que c'est tout sauf un mauvais pilote. Il l'a prouvé maintes fois que c'était un très bon pilote. Ouais. C'est un gagnant de Grand Prix. Alors certes, il n'est pas champion du monde, mais gagnant de Grand Prix. 8 fois quand même. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Il a prouvé qu'il savait faire. Maintenant. Maintenant, il faut qu'il continue comme ça pour espérer qu'il ait un siège l'année prochaine. Ouais. Maintenant, c'est vrai que la liste des écuries où il pourrait aller, il commence à avoir pas beaucoup d'options. Quoi. Non, il n'y en a plus beaucoup. Et je pense que ça se réduit méchamment et malheureusement, je pense qu'il est sur ces dernières années. Il pourrait aller retourner chez Alpine. Bon, ce serait pas très... Je pense pas qu'il le ferait. Très bénéfique. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Sauber, ça m'étonnerait. Sauber, ça m'étonnerait aussi. Ça m'étonnerait aussi. Il a déjà refusé l'année passée. Je crois que s'il doit rester en F1, je crois qu'il terminera en tant que pilote réserviste chez Red Bull, comme il l'a été avant qu'il retourne chez RB. Donc, c'est triste, mais il est sur la fin de sa carrière. Faut être clair. Ricciardo a fait son temps, malheureusement. Ouais. Maintenant, on va parler de la course, qui était franchement assez incroyable. Je pense, pour moi, la meilleure de cette saison. Tout à fait, je suis avec des conditions météo changeantes, des stratégies différentes. Franchement, c'était palpitant du premier jusqu'au dernier tour. Il y a eu des accidents, il y a eu des dépassements, il y a eu vraiment le premier qui a changé plusieurs fois. Donc, vraiment une course incroyable et c'était vraiment très agréable à regarder. J'ai pensé la même chose que toi. C'était sûrement la course la plus exaltante depuis le début. Alors certes, on a eu des courses comme Monaco où première victoire de Charles à Monaco, ce qui était particulier. Maintenant, là, on a eu vraiment quelque chose d'agréable à regarder. Il y avait quelque chose à regarder. On avait 70 tours où il s'est passé quelque chose et pas 70 tours de sieste comme on peut avoir dans certains Grands Prix. Ouais, et même malgré le fait que Verstappen ait gagné, s'il gagne dans des conditions comme ça, il n'y a pas de problème. Quand il gagne avec 30 secondes d'avance et qu'il ne s'est rien passé, là forcément, c'est pas très agréable. Maintenant, quand il y a une course comme ça vraiment palpitante, le meilleur a gagné, il faut dire ce qui est. Et cette fois-ci, c'était Verstappen. Tout à fait. Et donc, même en commençant pas en pole position, vraiment, il a montré une fois de plus que même avec des conditions difficiles, il savait faire le taf. Et vraiment, une super course à tous les niveaux. Alors, on va quand même souligner qu'il y a eu des crashs, notamment Sargent. Il avait fait un bon taf en qualif. Et là, une fois de plus, ça joue pas en sa faveur. À mon avis, bon, là, c'est quand même assez clair qu'il va pas continuer chez Williams et que peut-être on va même le remplacer pour les prochaines courses. Je sais pas si on risque de le remplacer parce que Williams, c'est une écurie qui a pas forcément de moyens, donc du coup, ils font avec les pilotes qu'ils ont à l'heure actuelle. Maintenant, c'est clair et net qu'on sent que son avenir est plus qu'incertain. Maintenant, à voir aussi la fin de la saison, parce que je pense pas qu'ils le remplaceront tout de suite, mais si ça doit le faire, ça sera à la fin de la saison, je pense, sur peut-être les 4-5 dernières courses. Ouais. Et bon, ce qui est vraiment dommage, c'est que à la limite, on lui demande pas d'être dans le top 10 ou quoi, mais juste d'être en Q2 de temps en temps, d'être au même niveau qu'Albon ou pas très loin. Et bon, il n'a pas fait ça les autres courses. Cette fois-ci, il arrive. Mais en course, il se crache et à chaque course, c'est la même chose. Il fait des bêtes erreurs et ça, on voit par exemple Piastri qui est quand même pas quelqu'un qui est là depuis hyper longtemps en Formule 1, il fait pas ce genre d'erreur. Piastri, je pense, fait partie de ces pilotes rookies qui ont ce petit truc en plus. Ouais, clairement. Ils ont de quoi devenir potentiellement un jour champion.
avec les bonnes conditions, tout ce que tu veux, mais je pense que c'est un pilote qui est un step plus loin, déjà, par rapport à un Sargent qui est arrivé là, et qui certes est très bon dans les autres catégories, mais en F1 il n'a pas encore sa place parce qu'il n'est pas assez expérimenté, pas assez de mental, pas assez de beaucoup de choses. Ouais. Et donc voilà, je pense que c'est un pilote qui roulera en F1 mais qui fera jamais de... on se souviendra pas de lui pour ses résultats en tout cas. Non. Ça c'est clair. Ça devient un peu le Latifi. Latifi ou bien... ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais. On a un peu ce sentiment-là, ce qui est dommage. Maintenant, on parle quand même beaucoup de Kimi Antonelli. Ouais. Où ils ont fait une demande à la FIA ou je sais pas quoi pour qu'il puisse rouler très prochainement et tout. Donc peut-être que ça sent vraiment mauvais pour Sargent, que moi je pense quand même potentiellement à la moitié de la saison ils vont mettre Antonelli. Comme ça lui fait une demi-saison de test chez Williams, quoi. Ce serait quand même... Ça serait pas impossible, surtout que Kimi Antonelli est apparemment vraiment la petite pépite de chez Mercedes. Donc mettre ce futur champion directement en F1, je pense que c'est pas une mauvaise chose. En vrai, ils ont rien à perdre. Ils ont rien à perdre. Parce que ça peut pas être pire que Sargent de toute façon. Donc, au pire, il marquera pas de points de la saison, et au mieux, il en rapportera plus que ce que Sargent a fait jusqu'à présent. Ouais. Donc, et je pense qu'il y aura quand même un petit peu la pression de Mercedes qui hésite encore à le prendre chez Mercedes, et du coup s'il fait même une demi-saison chez Williams, bah ça peut être prometteur, soit il le laisse là encore une saison, soit il va directement chez Mercedes, donc ça serait un bon test aussi pour voir. C'est vrai qu'on ne sait pas encore qui remplace Hamilton, c'est ça. Chez Mercedes, donc il parlait d'Antonelli, mais de ce que j'entendais, ils n'étaient pas encore sûrs de c'est ça, à mon avis, ils vont dû à son expérience. Voilà, ils vont prendre le temps avant de choisir. Ouais, parce que je pense sincèrement que Mercedes a envie de retourner sur le dessus du plateau, et ils aimeraient bien très clairement avoir un Lewis Hamilton bis en termes de résultats et de combativité. Donc pourquoi pas un Antonelli qui peut aller performer. Maintenant, à voir sur une longévité de saison, comment il se porte, parce que... Mais c'est marrant d'ailleurs parce que cette année, Russell, il faisait pas vraiment des résultats incroyables. Ouais. Et du coup, on parlait de... Alors que c'était censé être lui la nouvelle pépite de Mercedes, et maintenant on parle d'Antonelli, et là bon, cette fois-ci il nous a quand même prouvé le contraire en faisant une pole position, et on dit les gars, je suis quand même toujours là, hein, j'ai pas dit mon dernier mot, donc faut quand même pas sous-estimer George Russell, hein. Je pense quand même que bon, c'est un très bon pilote, mais c'est vrai que cette saison il avait pas montré encore grand chose. Maintenant la voiture était pas dingue, mais peut-être qu'avec Mercedes et les upgrades... Ouais, c'est pas impossible maintenant, ouais, c'est clair. Russell n'est pas un pilote qui est mauvais, mais Russell n'est pas un pilote qui brille tout le temps. Et malheureusement, ça se voyait déjà chez Williams à l'époque. Alors certes, Williams était dans une autre position, et Williams était très très loin de pouvoir rivaliser, mais il montrait quand même pas de talent particulier à ce moment-là. Il fait encore beaucoup d'erreurs, hein, quand même. On l'a vu dans cette course où il était en pole. Il aurait quand même pu finir, à mon avis, deuxième. Il l'a dit lui-même dans les interviews. Et voilà, il a fait plusieurs erreurs à un certain moment. L'accrochage avec Piastri, c'est un peu des choses bizarres, quoi. Donc, c'est vrai. Tout à fait. Il y a encore des petites erreurs qu'on ne voit pas chez un Verstappen ou même Norris ces derniers temps. Et vraiment, il a augmenté son niveau. Donc, si Russell veut être dans la cour des grands, il doit encore améliorer ces niveaux-là. Surtout que je pense qu'il a le potentiel pour le faire. Je crois qu'il l'a juste pas encore compris exactement. Là où Norris, je pense que sa première victoire lui a remis une claque par derrière. Parce que Norris, pour moi, je sais pas si tu penses la même chose que moi, mais moi je pense que Norris a de très grandes chances de devenir champion du monde. Mais je pense qu'il a fait le bon choix de rester chez McLaren depuis le début de sa carrière. Et pour moi, saison. Surtout, c'est maintenant qu'on voit qu'il a bien fait. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il a très clairement les chances, et il commence à avoir l'expérience pour pouvoir aller chercher une victoire au championnat du monde. Parce que quand tu vois qu'il va titiller un Max Verstappen sur un Grand Prix, alors certes, Verstappen n'était pas dans un bon Grand Prix à Miami, mais Norris lui a mis une raclée pour le coup. Ouais, et cette fois-ci, il aurait pu vraiment gagner. Il a eu pas de chance avec la safety car, mais en vrai, il était pas loin d'avoir sa deuxième victoire. Franchement, moi je me suis dit, et la deuxième victoire, ça pourrait arriver maintenant. Il a eu ça, et ils ont fait une très bonne stratégie au moment où ils ont changé les pneus, c'est-à-dire que lui avait 20 secondes d'avance, en sachant qu'il perd plus ou moins 18 secondes sous pit stop. Il arrive à sortir devant Max. Malheureusement pour lui, il sort dans la trajectoire mouillée, et donc il part en glissade. Sinon, sûr et certain qu'il tenait Max avec des pneus plus fraîches. Et en plus de ça, il allait monter en température devant Max. Donc franchement, je pense que
n'y avait pas ce petit facteur, je pense qu'il pouvait tenir la... Il l'a eu à Miami, on peut pas tout le temps avoir de petit coup de chance, et il l'a dit lui-même dans l'interview. Bon, mais ça montre que les prochaines courses, voilà, il sera là, et à mon avis, c'est pas sa dernière victoire non, je ne pense de cette saison, et sûrement pas des prochaines années. Ça c'est clair. Surtout qu'il a vraiment la niaque pour l'instant, et c'est agréable à voir. Il fait des top 3 tout le temps, donc c'est hyper chouette d'avoir un Norris plutôt qu'un autre pilote pour le coup. Perez. Ouais, ça c'est dommage pour Red Bull par exemple. Ouais. Ça c'est dommage, là ils vont voir performer un McLaren plutôt qu'un Red Bull, alors que en fait pendant tout un temps on avait les 2 Red Bull et puis un 3e pilote. Là maintenant on a une Red Bull et 2 autres pilotes. Ça commence à être fort McLaren qui se met sur le podium. Là, cette fois-ci, on avait 3 pilotes de 3 écuries différentes. Ouais. Mais c'est plus si rare que ça de voir une Red Bull qui est Verstappen avec 2 McLaren, par exemple. Mais je l'ai dit, la course précédente, c'est que c'est peut-être un nouveau début de... Enfin, c'est un peu le départ de cette saison. Hein. Ouais. Et on l'a vu encore cette fois-ci. Voilà, Ferrari n'était pas là, et du coup c'est Mercedes qui est revenu au devant, donc c'est vraiment une saison où il y a tout le temps des choses qui changent, et c'est vraiment incertain, et là c'est agréable. Bon, pour l'instant Max il est quand même toujours devant au championnat des constructeurs, mais enfin constructeurs et pilotes, mais au moins il y a un peu plus de suspense, les courses commencent à être un peu plus palpitantes, quoi. C'est clairement plus agréable, quoi. Ouais. C'est vraiment plus agréable, parce que autant les autres saisons on se disait bon ok, Verstappen gagne, on regarde le reste du classement, c'est là que ça se passe. Maintenant Verstappen gagnant, c'est plus forcément certain. Ouais, c'est clair. C'est plus du tout certain, et c'est vraiment cool à regarder, et ça donne envie de regarder la F1 plus comme ces 2 dernières années. Et même au niveau de la Red Bull, ils se sont un peu tiré une balle dans le pied eux-mêmes en changeant complètement leur voiture. On voit qu'ils sont plus avec autant d'avance que l'année passée. Et en fait, Max reste quand même un pilote d'un niveau tellement élevé que voilà, il arrive à surpasser la voiture, mais clairement, elle est peut-être plus la meilleure voiture aujourd'hui, quoi. C'est plus la meilleure voiture, et puis surtout, on le voit tous les week-ends, Max commence à se plaindre de la voiture. Ouais. Ils ont des problèmes de frein, ils ont des problèmes de suspension, il y a quelques problèmes qui commencent à pointer le bout de leur nez, et donc je crois qu'ils commencent à se rendre compte de pourquoi Mercedes s'était planté en faisant le concept 0 ponton. Alors certes, ils avaient une voiture qui était plus performante, mais je crois qu'ils ont développé leur 0 ponton avec la voiture qu'ils avaient auparavant. Maintenant, c'est clair que je crois qu'ils voient la limite de ce concept-là, et que... Bon, après on dit ça, et peut-être qu'à Barcelone, il y aura Max avec 30 secondes d'avance, et on va dire, bon en fait, on n'a rien dit, tout le reste, parce qu'après il y aura Autriche et tout, c'est bon, on va pas parler trop vite. Hein, mais... Non, mais après voilà, en tout cas à l'heure actuelle, moi c'est comme ça que je le vois, c'est qu'ils ont peut-être trouvé la limite de ce concept-là, et qu'ils regrettent peut-être d'avoir fait ça. Max s'en plaignait déjà ce week-end, il s'en plaignait le week-end d'avant, du fait qu'ils avaient des problèmes de suspension bloqués, je pense. Donc oui, après c'est clair que Barcelone, c'est toujours un Grand Prix particulier, et il y a toujours des améliorations qui arrivent à ce moment-là. C'est toujours un Grand Prix vraiment avec une ambiance spéciale. Et puis Spielberg, c'est le Grand Prix de Red Bull. Ouais, c'est que... On va voir, mais pareil, Spielberg, c'est tout le temps, c'est la maison des track limits. Donc, est-ce qu'ils vont performer, est-ce que non? Enfin, on verra bien. Peut-être qu'on commence aussi à voir justement l'effet que Adrian Newey il part de Red Bull, et que du coup la voiture ne s'améliore plus autant, parce que déjà il lui donne plus toutes les informations et tout ça. Ouais. Donc peut-être qu'on voit déjà les effets un peu secondaires. Ouais, tout à fait. Du départ de Newey. Ouais, c'est pas possible, c'est pas impossible. Déjà dans les qualifications, Ferrari qui était pas bien, hein. Et puis là pendant la course, Charles qui a eu des problèmes moteurs très vite, il s'est plaint de ça, et il perdait 1,5 secondes par tour, ouais, tout à fait. Énorme. Donc c'était déjà mal barré, et après ils nous ont fait une stratégie un peu bizarre. Ouais, c'était particulier aussi. Donc vraiment très, très spécial de voir Ferrari un peu retourner à ce qui s'est passé les années précédentes, où ils avaient l'air de vraiment pas savoir ce qu'ils faisaient au niveau de la stratégie, au niveau des performances. C'est assez bizarre par rapport à Monaco. Et on a vu les 2 pilotes qui n'avaient pas du tout d'adhérence. Carlos Sainz qui a fait une sortie de route, qui a fini dans Albon malheureusement, donc les 2 voitures qui ont dû abandonner. Ouais, tout à fait. C'est quand même bizarre. Hein. Surtout quand tu vois qu'au-delà de la stratégie avec les hards qui était foireuse de A à Z, le pit stop où il a dû s'arrêter pour qu'il reset le volant, donc, je veux dire, ils ont perdu beaucoup de temps à cause de ça.
Et au final, tout ça pour qu'il abandonne, quoi. Donc Charles a tout perdu sur ce Grand Prix-là. Carlos Sainz, il sort, c'est une chose, il va dans l'herbe, il arrive difficilement à sortir, il fait un tête à queue, il arrive à reculer et à se retrouver sur la piste et sortir Albon. Ouais. Je crois que là, ils ont vraiment tout gagné pour ce Grand Prix-là. Il y a une image, à un moment, c'était Charles qui s'est fait rattraper par Verstappen qui avait un tour d'avance. C'est pas normal. Ça, c'est quand même par rapport à la semaine d'avant, quoi. C'est incompréhensible. Ça ne devrait plus arriver et ça arrive encore chez eux. Je pense qu'ils sont en train de se remettre en question sur ce qui s'est passé. J'espère vraiment que c'était un peu un cas à part et qu'en fait on dit que la malchance qu'ils ont toujours à Monaco, elle a été un peu retardée. Ils l'ont pas eu et qu'ils ont tout eu les malchances au Canada. On espère qu'ils ont tout eu d'un coup et que du coup le restant de la saison ce sera pas comme ça. Mais c'est vrai que là, surtout avec Fred Vasseur, effectivement, qui a un peu réussi à remettre tout ça en ordre. Là, c'était très très brouillon et vraiment très bizarre. C'est pour ça qu'on a vu Charles très énervé. Carlos un peu moins, vu que lui, il sera plus là l'année prochaine, mais... c'est surtout, je pense qu'il lui a compris où il devait se mettre. Et il a compris ce qu'il devait faire aussi, c'est-à-dire montrer qui il était pour montrer les performances qu'il peut apporter à une autre écurie pour pouvoir signer un baquet. Et c'est clair que lui n'a plus les mêmes enjeux que Charles, étant donné qu'il est plus là l'année prochaine chez Ferrari. Je pense que c'est clair que pour Sainz, rapporter des points et aller monter dans le classement, c'est un plus. Maintenant, s'il le fait pas, il le fait pas et c'est non, mais c'est pas le genre de pilote qui va faire le minimum. Mais non. Là, on a bien vu que voilà, il galérait tout autant que Charles et vraiment, ils ont rien su faire. C'était vraiment une voiture qui n'allait pas sur ce circuit et qui était vraiment en difficulté. Donc, on va voir comment ça va être à Barcelone. Normalement, ça devrait revenir un peu plus c'est quelque chose de classique. Voilà, c'est un circuit qui est déjà plus typé Ferrari à Barcelone. Donc, ça devrait le faire, j'espère pour eux. A priori, ils performaient bien depuis le début de la saison. C'est ça. À mon avis, c'est juste une erreur de parcours et ils vont se ressaisir, ils vont continuer à avancer et ça sera plus qu'un lointain souvenir. J'espère vraiment pour cette saison et pour les fans que nous sommes qu'il y ait un peu de suspense, que Charles soit proche au niveau des points, qu'on se dise jusqu'au bout, il y a peut-être une chance qu'il gagne. Ouais. Ou même Norris, mais bon, Norris est encore très loin là pour l'instant au niveau des points, donc j'espère vraiment qu'on va avoir un petit peu de suspense et que ça va pas être Verstappen qui gagne les prochaines courses. Après, je pense pas que ce sera le cas, on l'a assez vu avec ce qui s'est passé jusque maintenant. Alors certes, Verstappen a toujours une dominance avec le nombre de courses qu'il a gagné, mais ça commence à se diversifier. Ouais, mais on va aller vers les circuits qui sont un peu plus classiques là dans les prochaines courses. Ouais. Donc là, il y a peut-être une chance que Red Bull soit meilleur. Mais... Ouais, c'est pas faux, mais il reste quand même beaucoup de nouveaux circuits qui sont pas forcément pour Red Bull. Typiquement, Vegas, c'est pas un circuit typé Red Bull. Singapour non plus, l'Azerbaïdjan non plus. Je veux dire, il y a quand même encore quelques circuits. Il y a un espoir. Ouais, c'est ça. Je veux dire, et puis surtout, si les autres continuent à s'améliorer comme ils s'améliorent. Si on voit un Norris qui continue de performer comme il le fait à l'heure actuelle, en fait, on risque d'avoir un classement qui va pouvoir se chambouler un petit peu. Mais après, c'est presque sûr que Max remportera le championnat cette année, mais sauf exception. Mais quelques petits accidents ou peut-être problèmes de fiabilité avec la voiture, ça peut arriver. Ce qui n'arrivait pas avant à Red Bull. Là, on a déjà vu qu'il y a eu 2-3 petits soucis, donc ça pourrait être c'est pas impossible. Alors Brieux, à chaque fois, moi je donne une note sur 10 à chaque course. Là, je pense que, franchement, je vais dire 9 sur 10. Ouais. C'était presque parfait. Franchement, ça aurait été parfait si c'était pas Max qui gagnait, je pense. Si ça avait été genre Russell ou Hamilton, là, ça aurait été vraiment 10 sur 10. Mais sinon, franchement, on l'a dit, une des meilleures courses qu'on a vues cette saison. Il y avait tous les ingrédients, même les qualifs, c'était vraiment passionnant. Des changements de météo, franchement, il pleuvait, il y avait du soleil, c'était incroyable. Il y a eu des stratégies différentes, avec Haas au début, avec les pneus pluie. Donc vraiment, du premier au dernier tour, et ça c'est quand même assez rare parce que souvent il y a le début qui est intéressant, la fin, et au milieu il se passe rien. Là vraiment, tout le temps il s'est passé des choses et c'était assez incroyable. Ouais, c'est vrai. Moi je pense que je mettrais pas 9, je mettrais 8 ou 8,5. Ok. Mais pour la simple et bonne raison qu'en fait on a eu beaucoup d'erreurs de pilote plus que de combativité entre guillemets. Il y a eu de très beaux dépassements, typiquement celui d'Albon.
Mais par exemple, Sainz qui va sortir, qui sort Albon, ça nous donne une safety car. Sargent qui se plante, ça donne une safety car. Ouais. Tsunoda qui va faire une erreur bête aussi. Je veux dire, tu vois, il y a eu beaucoup de petites choses comme ça. Donc je pense que 8, moi je mettrais 8, même si tout le reste était très beau. Moi je donnerais un bon 8 sur 10. On va faire les pronostics pour le prochain Grand Prix à Barcelone. Qu'est-ce que tu dirais pour les qualifs et puis pour la course? Ben moi je rêve de revoir un Mercedes au top. Maintenant c'est pas Barcelone n'est pas un circuit super typé Mercedes. Non. Donc pour moi ça sera une pole de Verstappen, c'est presque indéniable. Mais talonné par un Norris bien chaud et sûrement un Piastri derrière. Piastri, ouais, ok. Ouais. Moi je donnerais Pas de Ferrari? Non, je pense pas voir Ferrari. Ferrari sera juste après McLaren, je pense. Peut-être en bataille avec Mercedes, mais je pense vraiment que ça sera Verstappen, Norris, Piastri. Ok, et dans la course? Et dans la course, ça va pas beaucoup changer, je pense, mais étonnamment, là, je vois bien Verstappen premier. Norris, pas impossible qu'il soit deuxième, et là, par contre, je verrais bien soit un Russell, soit un Leclerc qui serait troisième. Ça m'étonnerait pas, en tout cas. Parce que Ferrari nous a prouvé pour le moment qu'ils étaient très bons en course aussi et plus qu'en qualif. Ouais. Donc je dis pas, pourquoi pas sur un long run de les voir performer, d'aller chercher une troisième place, ça serait vraiment pas mal. Moi je vais quand même miser sur un... Là, je pense que McLaren ils sont vraiment forts là. Ouais. Et Red Bull, bon, peut-être un petit peu sur la pente descendante. Donc je vais dire quelque chose un peu avec beaucoup d'espoir. Je vais dire peut-être Norris en pole position. Ouais. Verstappen en deuxième. Et je dirais quand même le retour de Charles en troisième. Je pense que ça reste quand même un des meilleurs en qualif. Et on va espérer que c'était vraiment un week-end à part ce qui s'est passé pour Ferrari. Et que là, ils vont revenir en Espagne avec leur top niveau. Et je pense que voilà, Charles, il va réussir quand même à se mettre troisième. Et je pense que pour la course, ça va rester pareil. Je vais dire Norris qui gagne, ouais, j'espère beaucoup. Et Verstappen deuxième, qui va réussir à le retenir. Et ouais, Charles en troisième. Je pense que ça peut rester comme ça. Okay. On va pas parler de Perez qui sera très très loin. Et ouais, les Mercedes peut-être, ouais, 4ème et 5ème, mais... Ce serait bien, mais pour moi ça sera... Ce sera pas le top 3, ouais. Pour moi ça sera 6, 7, 8. Ouais. Ça sera quelque part par là. Sauf si leur nouvel aileron arrive à faire des miracles et que d'un coup ça change tout. Mais c'est le fameux triple DRS de Red Bull. Mais ouais, c'est vrai. Mais je pense pas que ce sera le cas, malheureusement. J'adorerais voir Mercedes performer à ce point, mais ça sera pas. Peut-être pas pour tout de suite, ouais, malheureusement. Non, tout à fait. Et bien voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Brieux, sur Instagram? Sur les réseaux classiques, Instagram, enfin je dis mais en fait il y a principalement Instagram, là où je poste de l'automobile, principalement, donc mon taf et mes voitures. Ah bah voilà, super. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait et n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode au Grand Prix de Barcelone. Ciao! Salut, merci beaucoup.